Et salam alaikum, couple de professeurs mariés, il doit convaincre sa femme d'investir halal 30 000 euros. Il est le seul à investir pour l'instant. Il investit plutôt bien. Il y a quelques pistes d'amélioration néanmoins que tu vas pouvoir justement utiliser dans tes propres finances. Il y a beaucoup de valeur durant cette vidéo. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin pour profiter de celle-ci. Je te souhaite un excellent visionnage. Présentation du profil. Donc il est marié, 33 ans. Il a un enfant. C'est un couple de professeurs certifiés. Donc lui, il est dans la fonction publique et sa femme, elle enseigne dans le privé. Ok, donc il gagne 4 800 euros par mois en net, je suppose. Et donc voilà, il sait qu'il faut diversifier, mais ça c'est des particularités. Mais donc voilà, il veut financer sans prêt une RP, donc très bien, c'est un profil justement que je vois souvent, les personnes qui veulent financer justement la résidence principale sans utiliser de prêt bancaire. Et il veut se constituer un patrimoine du coup pour des revenus réguliers et complémentaires une fois la retraite, Inch'Allah. Donc en fait c'est quelque chose d'extrêmement important à regarder, c'est que là, du coup, il y a deux objectifs. Faut regarder un peu lequel est prioritaire. Je pense que la RP est quand même prioritaire dans son cas. Et ensuite, je pense que ça va être du bonus une fois que sa RP sera financée, d'avoir de construire son patrimoine pour avoir des revenus complémentaires. Et c'est très bien, c'est de très bons objectifs. Et du coup, je pense que les premiers 300, 400, 500 000 euros que tu vas générer, ils vont directement aller dans la RP. Et le reste, ça va pouvoir être le capital justement retraite. Alors, il faudrait voir un petit peu quand tu l'achètes. Alors moi, ce que je te conseillerais, ce serait plutôt de l'acheter en mi-chemin. Après, c'est comme tu veux, parce qu'en fait, si jamais, par exemple, en fait, il y a deux choix, il y a deux méthodologies. Soit tu l'achètes à la fin, mais le problème, c'est que les prix des maisons vont augmenter un peu plus également. Donc, ça va coûter un peu plus cher. Tu vas pouvoir, pour le même standing, ne pas forcément avoir les mêmes options. Mais encore une fois, vu que la bourse, ça va faire beaucoup plus que l'immobilier sur cet horizon de temps-là, en fait, ça va être plus rentable. Donc en fait, c'est quelque chose à prendre en compte et à regarder. Donc il faut que tu vois et que tu jauges un petit peu à ce niveau-là. Tu fais des simulations. Donc tu vas sur des sites de calculateurs d'intérêt composé, je pense que tu en connais. Et en fait, l'objectif, ça va vraiment être de regarder quel est le plus rentable entre acheter directement, je sais pas, après 10-15 ans ou alors acheter après 20-30 ans. Et comme ça, tu as le surplus également pour faire ton capital retraite. Donc pour calculer la retraite, c'est très simple au niveau des revenus complémentaires. Tu as 3 méthodes globalement, enfin 4, mais il y en a une que j'aime pas, je vais vous expliquer. Donc la première méthode, c'est de prendre l'étude statistique de la Trinity Study, donc de prendre 4% de son capital boursier. Et donc ça permet de faire fructifier le capital à 4% et de quand même profiter de 4% de rente. Ensuite, on va avoir la méthode où on vend tout et on met tout en sous-cook. Donc là, c'est à peu près 6% par an, donc c'est un peu plus élevé. Et on va également avoir la méthode où on va prendre celle-là je l'aime pas trop, on va prendre le capital global et on va diviser par la rente qu'on veut mensuelle et ça va nous donner le nombre de mois qu'on peut tenir avec ce capital. Le problème avec cette méthode, c'est que c'est la seule méthode où c'est pas périn sur le long terme et où en fait ton capital il va décroître et il va perdre, tu vas manger le capital en fait année après année. Ok. Et ensuite il y a une quatrième méthode que j'aime pas du tout aussi, c'est aller sur des actions à dividendes. Pourquoi j'aime pas cette méthode? Parce que c'est trop risqué pour l'investisseur particulier, pour l'investisseur lambda. Alors peut-être que pour toi ça pourrait être avantageux parce que tu me dis que le risque et les plus-values latentes, les moins-values latentes, ça ne te dérange pas. Donc tu es un profil qui va chercher un petit peu du risque, donc c'est très très bien. Donc peut-être que pour toi ça serait quelque chose d'assez important et d'assez cool en fait de le faire tout simplement à ce niveau-là. Ok. Donc 2800 euros donc pour lui parce que sa femme n'investit pas encore, on va le voir. Mais sa femme a 30 000 euros et elle peut justement avoir une capacité d'épargne aussi assez importante pour le couple qui pourrait être non négligeable à ce niveau-là. Enfin bref, on va y revenir. Mais du coup, le concernant, il a 2800 euros, du coup lissé sur 12 mois. Je pense qu'il prend en compte les primes, etc. Et donc du coup, il dépense 1850. Bon, je pense qu'il a eu la flemme de détailler un petit peu tout, je le comprends, pas de souci. Donc voilà, il dépense à peu près 1850 euros de son salaire et donc il lui reste 800 euros par mois. Donc c'est très très bien, ce qui lui permet d'investir 550 euros et d'avoir 200 euros. Et donc sa femme, elle a une capacité d'épargne d'à peu près 1000 euros par mois à investir. Donc ça pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant, justement que vous alliez un petit peu vos deux épargnes. Mais comme on va le voir juste après, comme il l'a détaillé ici, c'est que il aimerait justement rapidement inviter sa femme à investir, mais elle n'investit pas justement par manque de connaissances. Et du coup, il a une bonne somme et en plus de ça, elle peut épargner pas mal. Donc ça pourrait vraiment améliorer justement cet effet de croissance composé sur du long terme et ça pourrait vraiment être bénéfique au foyer de pouvoir l'initier un petit peu à l'investissement. Moi personnellement, si jamais tu veux mon conseil, c'est que moi ce que j'ai montré à mon frère qui l'a fait se réaliser à quel point c'était important d'investir, c'était de lui montrer un peu cette courbe là du S&P 500.
En fait, on voit souvent le S&P 500 comme ça, on voit les chutes, les montées, etc. On voit même souvent en bougie japonaise. Bon là, moi j'ai mis en noir et blanc, mais par contre on met en rouge, on voit souvent du rouge, etc. Donc ça fait un peu peur. Mais moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de dézoomer ça et de lui montrer ça. Également, tu peux le soir, par exemple, au lieu de regarder les vidéos tranquillement tout seul, tu peux l'inviter à regarder. Comme ça va également renforcer son éducation financière. Elle va apprendre de plus en plus. Mais je peux t'assurer que rien que de lui montrer ça, ça va la faire changer d'avis, ça va la faire relativiser un petit peu sur l'investissement. Moi, en tout cas, avec toutes les personnes que j'ai accompagnées, enfin quasiment toutes les personnes que j'ai accompagnées, et puis beaucoup de mes proches, ça a été très utile en fait de montrer cette courbe-là. Le fait que la croissance elle est là, c'est pas du vent, et depuis 1971, c'est quelque chose de périn sur du long terme. Et donc je pense que ça va vraiment pouvoir être utile, enfin lui être utile du coup à ce niveau-là, et pour pouvoir l'aider un petit peu dans sa décision et dans sa prise de décision à ce niveau-là. Ok. Donc ensuite, je voulais savoir, enfin du coup pour sa stratégie d'investissement, donc il a débuté assez tard apparemment, donc quelque chose qu'il regrette. Et en fait il s'est renseigné un petit peu depuis 2024. Donc il a d'abord commencé par une SCPI avec la seule qui était accessible pour le musulman, donc NCAP Éducation Santé. Je vais y venir juste après. Elle est extrêmement intéressante comme SCPI. Et du coup, il y a acheté 3 parts pendant plusieurs mois. Et voilà, tu as 22 parts, donc c'est très bien. C'est très très bien. Et du coup, ouais, c'est vrai que, comme il l'a dit, les frais d'entrée sont assez élevés à ce niveau-là, au niveau de cette SCPI. Alors, je sais pas si Charvin, tu vas continuer à y contribuer. Tu l'as pas mentionné. Mais je sais pas. On verra. De toute façon, si tu veux rajouter des précisions aussi en commentaire, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, il veut s'orienter vraiment uniquement vers des ETF Sharia Compliance, ce qui est très très bien. Mais du coup, pour revenir un petit peu sur cette SCPI, NCAP Éducation Santé, c'est vrai que c'est une SCPI qui est assez peu connue en réalité en finance islamique. Elle est beaucoup utilisée aussi par les cabinets de gestion, en gestion de patrimoine, du coup, qui sont sponsorisés par ces produits. Ils prennent des marges sur justement les frais qu'ils prennent. Et en fait, c'est une SCPI qui n'a pas de Sharia Board, mais qui en fait n'utilise pas de dette. En fait, elle ne recourt pas du tout à la dette. Et en fait, elle exclut également des secteurs. Alors, je sais plus où c'était. Voilà, c'était ici. Et du coup, en fait, elle exclut tous les secteurs un petit peu. Donc, haram, du coup, à l'investissement pour le musulman. Ce qui est quelque chose d'assez important et d'assez... c'est top, en fait, de voir qu'il y a des solutions comme ça, qui ne sont pas islamiques. Hein, c'est vraiment ISR, donc c'est investissement socialement responsable. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important. Quelque chose qui est vraiment top d'avoir ce type de label en fait en France. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment investissement socialement responsable. J'ai pas vu de Sharia Board en tout cas ou de conformité éthique à ce niveau-là, à part bien sûr l'investissement socialement responsable. Et donc c'est vraiment quelque chose de top. Et donc je sais qu'il y a des sociétés comme Lina Finance, comme 570 Easy, qui vont proposer justement ce type de produit-là. Alors bien sûr, ils vont prendre leurs frais dessus. Moi, j'aime pas trop ce type de fonctionnement. C'est pour ça que je fonctionne pas comme ça avec mes clients. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez important. Et du coup, comme il l'a dit, les frais sont assez élevés. Donc en fait, les frais représentent, du coup, il y a des frais d'entrée, des frais des frais de gestion mensuels, des frais de gestion annuels, j'ai un peu bégayé, et aussi des frais de transaction. Donc on peut voir que c'est 10%. Alors c'est pas 10%, c'est 12% du coup parce qu'il y a la TVA à compter dedans. Ils l'ont pas notifié dans leur document d'information clé, mais voilà, c'est notifié ici. Mais du coup, c'est assez important. Notifier du coup 12% de frais d'entrée. Il n'y a pas de frais de sortie, par contre ça c'est très très bien. Je sais que des fois il y a beaucoup de frais de sortie sur ce type de produit. Bon là ils en font pas, donc c'est assez top. Des frais de gestion annuels qui sont assez honnêtement honnêtes, donc 0,56%. Ça va, c'est pas non plus déconnant à ce niveau-là. Et par contre des frais de transaction qui sont quand même de 1,52%. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité sur ce type de fonds, donc ça doit être la raison pour laquelle ça va être assez élevé sur ce type, sur le coût de transaction. Et les performances, c'est ça vraiment qui me dérange en fait sur ce type de produit-là, c'est que les performances sont vraiment pas au rendez-vous. Le TRI est seulement de 3%. Alors je pense que c'est un TRI du coup net, et donc je pense que ça s'explique surtout par les frais et également par peut-être la méthodologie de gestion ou alors les gestionnaires qui font peut-être pas bien leur travail. Alors j'ai pas envie de critiquer ni rien, mais je pense que ça doit faire partie de ces enjeux-là. En fait, ce qui est dommage, c'est que les SCPI du coup cette SCPI là en tout cas n'est pas forcément très rentable. Elle fait tout pile l'inflation, un petit peu moins que l'inflation, donc ça va pas forcément être l'investissement de l'année, mais ça peut être très bien pour diversifier justement ses sources de patrimoine. Mais voilà, après si jamais on n'est pas très averse au risque,
et qu'on est capable de prendre du risque justement sur sa stratégie d'investissement, du coup, comme le profil qu'on a aujourd'hui. C'est vrai que ça va pas forcément avoir d'intérêt réel de se diversifier dans de l'immobilier pair papier. Alors moi, je suis pas du tout fan de l'immobilier pair papier. Je pense que je le dis assez souvent, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas vraiment une méthodologie d'investissement que j'apprécie. Si jamais je veux m'exposer à l'immobilier, j'irai directement sur de l'immobilier physique, donc un bien locatif ou alors directement une résidence principale, mais vraiment pas quelque chose de l'immobilier vers papier. C'est vraiment pas quelque chose voilà que j'aime bien tout simplement. Mais en tout cas c'est top. Et donc je voulais voir aussi quelque chose. Donc il a investi dans le MSCI World Islamique de HSBC. Donc c'est très bien. Je pense qu'il a investi dessus pour le côté capitalisant. Alors il y a plusieurs. Moi j'aime pas trop ce fonds-là. Je vais vous expliquer exactement pourquoi. Tout simplement parce que en fait le truc c'est que il a très peu de liquidité. La taille du fonds est assez minime pour cet ETF. Donc en fait il y a des répercussions. Et en fait, les répercussions, elles sont ici. Donc, on peut voir sur Bourso que eux, ils ont mis les frais de sortie, ils ont été honnêtes à ce niveau-là. Du coup, les frais de gestion sont top, sont vraiment génial. Mais les frais de sortie sont assez faibles à ce niveau-là. Les frais de sortie sont assez élevés et c'est vraiment pas top. Alors, je sais qu'on me dit souvent, ouais, Elias, il n'y a pas de frais de sortie sur ce type de fonds. Si, il faut lire ici. Il y a vraiment marqué noir sur blanc qu'il y a des frais de sortie et des frais d'entrée sur les plus gros participants du marché, donc les plus gros market makers, les plus gros courtiers en ligne, ils vont, ou même les plus gros banques traditionnelles, plus gros courtiers, enfin bref, vont pouvoir justement facturer 3% de frais d'entrée ou de frais de sortie à cause justement du manque de liquidité et du manque d'opportunités, enfin de contrepartie en face. Donc en fait, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de contrepartie, ça fait que forcément c'est un peu plus cher de rentrer dedans. Et donc on peut voir le frais de sortie. Donc je vais vous montrer également sur mon compte Interactive Broker personnel comment ça rend. Hop, donc voici, je me suis connecté tranquillement. Et donc voilà, c'est des redemption charge max, donc c'est redemption fee, ça s'appelle en anglais, donc c'est des frais de sortie. C'est pour justement, ça a pour but généralement les redemption fees de ne pas inciter justement le trading spéculatif, parce que forcément il y a un frais de 3% au final. Si jamais tu fais du trading, 3% c'est énorme. Si jamais sur chaque transaction de sortie, à chaque fois que tu vends, tu prends 3%, ça va bouffer ta performance. Et du coup, sur les courtiers les plus honnêtes, donc qui affichent les frais, pas comme Trade Republic, Revolut, ou ce genre de choses, en fait, ils vont t'afficher noir sur blanc, du coup, les frais. Et donc, tu vois que là, à cause du manque de liquidité, c'est assez faible. D'ailleurs, là, la liquidité est peut-être plus à jour que sur Just ETF. D'ailleurs, je pense qu'on se rapproche plus des 100 millions que des 66. Bon, bref, faudra regarder plus dans le détail, mais en tout cas, on doit être dans ces eaux-là. Et voilà, c'est quand même assez important de regarder les frais de sortie qui sont pas forcément les plus adaptés et au final, sur du long terme, c'est pas forcément intéressant. J'avais fait du coup une matrice de calcul donc pour regarder un petit peu les coûts associés comparé à si jamais on prenait un ETF distribuant ou dans lesquels on réinvestissait les dividendes mais qu'on payait quand même l'impôt dessus. C'était plus rentable justement d'aller sur par exemple le iShares MSCI World Islamique qui avait donc beaucoup plus qui distribuait les dividendes et donc qui les réinvestissait pas, comparé à si jamais on prenait un frais à chaque fois de 3%. En plus, un redemption fee, ça peut soit être à la sortie, soit être à l'entrée. Donc en fait, on peut pas savoir tellement. Je pense que ça dépend des cycles et de la volatilité actuelle, qui fait que on soit dans plutôt un range de frais de sortie ou de frais d'entrée, pardon. Donc voilà, en fait, si jamais tu veux un autre ETF justement qui est plus intéressant et qui va te permettre justement d'avoir de l'accumulation, donc au niveau de tes dividendes, et d'également justement te permettre de ne pas avoir de frais de sortie, etc., et qui est aussi un ETF qui va être un peu plus performant qu'un World. Donc c'est le nouvel ETF du coup de Wahed, du coup S&P 500 Sharia. Donc je suis pas payé, hein. Moi, je suis toujours un conseiller indépendant, pardon. Je suis pas payé par Wahed pour faire cette pub un petit peu, mais on voit qu'il est sorti à très peu long, enfin il est sorti il y a 2-3 semaines, donc il y a un mois quasiment là, on est le 12 février, à l'heure où je tourne la vidéo, donc c'est vrai qu'on est, il vient de sortir littéralement, et donc il a un TER qui est assez faible, il a pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, et il a quand même des encours qui commencent vraiment à nettement surpasser tous les HSBC, donc il est déjà en un mois justement d'activité à 74 millions d'assets under management, donc d'encours. Donc on n'aura pas de problème de liquidité avec cet ETF. C'est vraiment le top du marché à ce niveau-là. Et donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et donc si jamais demain tu veux investir sur un ETF capitalisant, je te conseille à 1000
d'aller sur le Wahed S&P 500 Sharia, qui sera quand même beaucoup plus intéressant que d'aller sur les HSBC qui malheureusement aujourd'hui ont pas beaucoup d'encours, pardon, et donc qui forcément facturent un frais de sortie qui va être assez important. Ok. Mais en tout cas, c'est déjà très bien le fait que tu ailles dessus. Si jamais tu veux rester sur un MSCI World pour le côté un petit peu diversifié, honnêtement, je te conseille quand même d'aller sur le iShare, qui sera quand même beaucoup plus intéressant parce que j'ai fait la matrice de calcul et j'ai comparé en fait les deux scénarios à ce niveau-là et donc j'ai pu justement déterminer que le iShare c'était plus intéressant. Après, si jamais tu me crois, tu pourras faire justement de ton côté pour te rassurer. Tu peux même demander aux intelligences artificielles aujourd'hui de le faire de ton côté. Enfin bref. Et donc, tu as réussi à soigner ton point d'entrée en arrivant du coup fin mars, début avril. C'est vrai que c'est là on était vraiment au plus bas sur le marché. Si on retourne sur cette courbe-là au niveau du S&P, avril-mars 2025, c'était vraiment on était vraiment assez bas sur le marché. Ça avait fait combien? Ça avait fait moins 8% de performance. Donc, c'était quand même assez intéressant du coup de rentrer à ces niveaux-là. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte. Donc c'est vraiment top. Donc là aujourd'hui t'es en belle plus-value. Donc du coup il y a aussi une stratégie que je vois qu'elle est pas du tout utilisée sur le marché français. Et il y en a une personne justement qui m'a fait découvrir justement cette stratégie là. Et honnêtement je connais que cette personne là qui utilise. Donc c'est du DVA, donc du DCA optimisé. Et c'est vrai que c'est pas vraiment connu en France. Je pense que c'est beaucoup plus connu aux États-Unis en tout cas. Et justement, en fait, ça a pour but justement d'optimiser un petit peu ce point d'entrée-là sans que ça te prenne vraiment énormément de temps. Donc, en fait, tu calcules la moyenne du S&P 500, tu fais un Z-score, et en fait, ça te permet de savoir un petit peu quand est-ce qu'on est dans la surévaluation, quand est-ce qu'on est sous-évalué, et ça te permet de savoir un petit peu où on se trouve par rapport à la moyenne long terme. Et en fait, ça te permet justement d'ajuster ton allocation en fonction justement des cycles et en fonction de la surévaluation, de la sous-évaluation du marché. Voilà, bon, si vous voulez que je fasse une vidéo complète justement sur cette nouvelle stratégie d'investissement, donc qu'on appelle le DVA ou le DCA optimisé, c'est comme vous voulez, ça vous permet justement d'optimiser votre point d'entrée, de ne pas rentrer quand c'est trop haut ou de rentrer quand c'est trop bas. Et ça vous permet également de réallouer. En fait, par exemple, en 2008, ça te permet vraiment de bien réallouer. En 2022, pendant la crise. Ici, en 2025 également. Enfin bref, ça te permet vraiment d'avoir tous ces cycles-là. Après, bien sûr, il faut une stratégie qui est adaptée et il faut savoir un petit peu comment l'utiliser de la bonne manière. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, pourquoi pas. Vous juste m'écrivez en commentaire et Inch'Allah, je pourrais le faire. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc j'investis en DCA du coup environ 500 € par mois. Donc ça, c'est vraiment très fort. C'est très très bien. Le fait d'être discipliné, de faire un DCA vraiment régulier de 500 € par mois, c'est la clé de la réussite. Et du coup, avec des mois où tu pousses l'effort d'épargne un peu plus, ça c'est vraiment top. Donc c'est un peu le principe du DVA. Donc c'est vraiment d'acheter. Alors c'est pas de la manière dont tu l'appliques, mais c'est vraiment le fait d'acheter toujours la même quantité d'ETF. Et en fait, le fait d'acheter de la même quantité à chaque fois d'ETF, il y aura des moments où tu vas en acheter plus quand c'est bas et forcément les moments où tu vas en acheter moins quand c'est haut, vu qu'en fait tu vas garder la même quantité. Par exemple, tu achètes 4 actions, du coup quand le prix est haut, forcément mécaniquement tu vas en acheter moins et quand le prix est bas, forcément tu vas en acheter plus. Et donc c'est quelque chose d'assez important. Donc c'est vraiment bien ce que tu fais à ce niveau-là. Ouais, au niveau de pousser l'effort d'épargne quand le cours de l'ETF baisse, etc. Je pense que, alors je sais pas si c'est bien structuré de ton côté, mais le mieux c'est vraiment de bien structurer tout ça avec une vraie stratégie anti-fragile. Et donc ça serait vraiment le top du top. Comme avec la stratégie du DCA optimisé ici, ou alors une stratégie DVA classique. Donc je te conseille de te renseigner un petit peu sur tout ça, DCA optimisé ou alors DVA. Je pense que ça pourra vraiment être utile parce que du coup ça va te permettre justement d'avoir un autre horizon justement à ce niveau-là que le DCA classique. Okay. Donc ensuite, tu investis également 100 € par mois, du coup dans l'ETF, dans un second CTO, top, à destination de ton fils à 18 ans. Donc ça, c'est vraiment top. Et donc du coup, la donation, elle permettra de purger les plus-values, bien sûr. Alors, il faut aussi notifier que cette donation, elle va être dans l'abattement. Ça veut dire que si jamais, en fait, tu as un abattement de 100 000 €, bon, je pense que à peu près tout le monde est au courant, mais tu as un abattement de 100 000 € tous les 15 ans, du coup à ce niveau-là, pour la donation, et c'est par bénéficiaire et par enfant. Ça veut dire que ta femme et toi, vous pouvez justement donner 100 000 € et par enfant. Du coup, c'est quelque chose d'assez important à notifier parce qu'en fait, vu que tu veux une résidence principale, si jamais tu voudras la léguer justement plus tard à ton fils, faudra prendre en compte le fait que du coup, tu auras que 200 000 € par tous les 15 ans, du coup, à léguer. Après, oui, du coup, t'as que un enfant, donc ça devrait le faire, Inch'Allah, tranquillement. Mais voilà, si jamais il y a plus d'enfants qui arrivent ou quoi, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte et à garder à l'esprit. Mais pour l'instant, c'est très bien. Dans tous les cas, je sais pas, faudrait calculer 100 € par mois.
Je sais pas quel âge il a, mais je pense que ça devrait le faire à ce niveau-là. Et du coup, il faudra juste prendre un acte notarié. Bon, je pense que ça t'es au courant également pour pouvoir justement faire la transmission tranquillement. Mais du coup, il y a quand même des frais qui vont être associés à ce niveau-là. Donc il faut quand même notifier ça. Ça va varier entre 0,5 et 1% de frais. Enfin, ça dépend vraiment du montant un petit peu du CTO et du montant des investissements justement que tu vas lui transmettre. Mais sinon, c'est très bien au niveau de la plus-value, au niveau de la pour purger les plus-values, c'est très très bien. Je fais également ça avec mes clients. Donc j'ai fait ça avec plusieurs de mes clients justement pour qui préparent justement l'avenir de leurs enfants. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important qu'on oublie souvent à ce niveau-là. Mais c'est vrai que si jamais on n'a pas de bien immobilier ou quoi, c'est vrai qu'on peut utiliser l'abattement des 100 000 euros de manière intelligente. Et c'est vrai que cette manière-là de faire, c'est la même que j'utilise avec mes clients. Donc c'est vraiment top, continue comme ça. Et du coup, l'objectif, c'est de permettre de faire financer ces études si besoin. Donc, et son permis, voire continuer d'investir de la même façon. Ouais, c'est excellent de transmettre justement ces connaissances-là. Je pense qu'il y a rien de plus gratifiant, je pense, que de transmettre ces connaissances à son enfant. Alors moi, je suis pas encore papa, donc je peux pas savoir. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudra vraiment que tu parles avec lui quand il sera plus grand, bien sûr. Et la manière dont gérer son argent, la manière d'investir. Parce que je pense que ça peut vraiment être un gros plus-value du coup. Et surtout qu'en plus, là, de plus en plus de jeunes, de plus en plus de la nouvelle génération commence à s'intéresser à l'investissement. Donc c'est quelque chose quand même à prendre en compte et c'est quelque chose aussi d'excellent. Et donc ouais, pour financer ses études et son permis, du coup, c'est vraiment top comme objectif. Ça va vraiment lui permettre d'avoir une petite avance du coup dans la vie à ce niveau-là. Et du coup, tu as également un peu de Bitcoin avec un montant de 600 euros. Du coup, je pense que tu as mis sur Binance ou je sais pas sur quel courtier t'as pu aller. Ouais, via Binance, ok, top à ce niveau-là. Donc c'est top. Du coup, tu es allé sur une meilleure plateforme pour te permettre. Alors, je sais pas si tu as pris un wallet et tu l'as stocké dedans. Ça peut être pas mal, éventuellement, de prendre un wallet justement et de pouvoir stocker tes cryptos dedans parce que ça va te permettre d'avoir plus de sécurité et puis tu profites un petit peu de l'écosystème blockchain et de l'écosystème crypto dans son ensemble. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un plus. Maintenant, si tu le laisses sur le compte Binance, il n'y aura pas trop de risques. Avec 600 euros, ça devrait le faire. Même s'il se passe comme FTX, généralement, c'est les montants supérieurs à 50 000 euros de mémoire qui ont vraiment posé problème à l'entreprise. Le reste, je crois que c'était assez smooth. Et donc, tu es actuellement du coup en moins-value, vu la chute du cours, forcément, hein, la chute a été violente comme on peut le voir ici sur le graphique TradingView, toujours un meilleur site pour regarder des graphiques, c'est TradingView. C'est pas une pub sponsorisée, mais c'est vraiment incroyable. On voit qu'il y a une grosse chute. En fait, on tombe en territoire de bear market. Alors, je vais être un peu plus précis, on va prendre en weekly. Donc, ça te permet de voir que voilà, ça fait moins 45% déjà. On commence à rentrer dans le territoire de bear market. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Moi, personnellement, avec les clients, on a une stratégie bien précise pour rentrer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important à notifier. C'est que là, en fait, les cryptos, c'est vraiment plus le moment d'acheter. Il y a beaucoup de capitulation sur le marché. Il faudrait regarder le Fear and Greed. Voilà, quand on regarde, je suis sur CoinMarketCap, aussi un excellent site. On regarde le Fear and Greed, il est vraiment, mais vraiment très très bas. Je pense qu'il a été, je sais pas si on peut voir l'historique. Mais voilà, la dernière fois qu'il a été aussi bas, c'était on n'aura pas 2022, mais bon, ça devait être en 2022. Et voilà, on est dans une période où on a une extrême peur sur le marché des cryptos parce que justement on rentre dans le bear market. Et donc aussi il y a un désintérêt institutionnel au niveau des cryptos. D'ailleurs, dites-moi si jamais ça vous intéresse pas des analyses un petit peu sur l'état actuel du marché, l'état actuel par exemple des crypto-monnaies, l'état actuel des marchés boursiers. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. J'en fais de temps en temps avec mes clients. Ça arrive pas tout le temps parce que forcément l'économie ça bouge pas d'un jour à l'autre. Mais voilà, des fois, une fois par mois, 2 fois par mois, ça peut être quelque chose d'assez intéressant à regarder. Et après, il faut pas non plus rentrer dans le bruit, surtout quand on investit à long terme. C'est pour ça que j'aime pas trop faire ce type de vidéo, acheter cette action ou voilà, il s'est passé ça, donc faites ça. Parce que là, on rentre plus dans l'investissement actif et c'est vraiment pas l'objectif parce que si jamais tu veux gagner en fait en bourse ou gagner en investissement en général, tu as beaucoup plus intérêt à être vraiment un investisseur bon père de famille long terme plutôt que d'essayer de regarder les fluctuations justement sur du court terme et d'essayer d'en profiter. Vraiment, le plus intéressant, c'est de rester sur du long terme. C'est pour ça que sur cette chaîne, vous voyez, moi, je fais pas de vidéos sur l'actualité ou quoi, parce que c'est pas vraiment ce genre de choses qui sont assez intéressantes pour l'investisseur long terme. Vaut mieux savoir structurer un bon patrimoine et d'être discipliné dans l'application de sa stratégie. Et c'est vraiment le 80-20, la loi de Pareto sur le fait d'investir son argent et de préparer son avenir. C'est vraiment ces deux choses-là, tout simplement, ok. Et du coup, concernant mon compte courant, du coup, garde un strict minimum environ 3 mois de dépenses, donc c'est top, c'est vraiment génial. Avec la stabilité de mon métier, je pense que ouais, largement, franchement, prof dans la fonction publique, il y a vraiment
enfin, voilà, c'est très très stable. Il y a aucun risque, j'ai envie de dire à ce niveau-là. Après, bien sûr, Allah seul sait, mais franchement, au niveau du risque, 3 mois, c'est largement suffisant. Donc voilà, entre 4 et 5 000 euros sur le compte courant, c'est très très bien. Et le reste, tu l'investis, donc c'est parfait. Et donc ouais, comme je te l'ai dit. Ah oui, et du coup, il y a aussi quelque chose que je voulais voir avec toi, que j'y ai pensé. Mais c'est que pourquoi du coup tu conserves tous les mois 200 euros de matelas de sécurité? Et si oui, pourquoi? Parce que justement, le fait d'accumuler du matelas de sécurité, bah en fait c'est dommage tout simplement parce que tu as déjà en fait ton épargne de précaution du coup d'environ 3 mois de dépenses. Et donc en fait ça te permet déjà d'avoir ce matelas et cette sérénité à ce niveau-là. Donc honnêtement, tu pourrais faire un peu plus, tu pourrais investir du coup 200 euros en plus et donc passer à 750 euros par mois, ce qui pourrait être quand même pas mal. C'est vrai que le fait de laisser en fait de l'épargne de précaution en plus son matelas de sécurité, en fait, c'est un peu contre-productif. Je vois pas mal de personnes le faire. Mais si jamais en fait tu as un matelas de sécurité, je te conseille de partir sur le 50-30-20 ou vraiment de regarder qu'est-ce qui te reste à la fin du mois et d'investir tout ce qui reste à la fin du mois. Bien sûr, moins les dépenses loisirs, mais ça paraît évident. Les dépenses plaisirs doivent être comptées dans les dépenses obligatoires. C'est quelque chose d'essentiel de se faire plaisir. Mais voilà, tout ce qui reste à la fin du mois, moi je te conseille vraiment de l'investir. Et vu que tu as déjà ton matelas de sécurité, ok, parce que c'est vrai que accumuler, c'est pas forcément extrêmement intéressant. Et au final, ça a un manque d'opportunité, c'est un coût d'opportunité de littéralement 200 euros par mois que tu laisses sur la table. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense que tu devrais penser. Et je pense que ça pourrait vraiment être utile à ce niveau-là. Mais voilà, sinon c'est très très bien ce que tu fais, hein, autre part. Et c'est vrai que du coup, comme j'ai pu répondre au niveau de ta femme, honnêtement, montre-lui le graphique du S&P 500, ça fait un électrochoc et ensuite elle va commencer à réfléchir. Et regarde aussi les petites vidéos, peut-être mes vidéos ou alors je pense que tu regardes d'autres vidéos également sur YouTube à ce niveau-là. Regarde peut-être avec elle, tu essaies de l'initier, etc. petit à petit. Et comme ça va lui permettre d'avoir cette culture-là de l'investissement. Et au final, petit à petit, elle va venir vers toi, tu vas voir, pour justement te demander, te poser des questions. Et c'est quelque chose qui va pouvoir être bénéfique pour vous deux parce que du coup, ça permettra d'avoir 30 000 euros en plus, du coup, qui dormira en moins sur le compte courant. Et bien sûr, comme tu l'as très bien dit, il y a l'inflation et la zakat elle-même, du coup, à payer chaque année. Et le problème, c'est que du coup, si jamais on laisse dormir cet argent, au final, on va vraiment perdre pas mal sur du long terme, surtout en tant que musulman. Et t'as cité une des citations que j'adore, c'est vraiment le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, t'as vraiment à 100% raison au niveau de cette citation-là. Et en tout cas, ce que tu fais, c'est très bien. Alors, au niveau de la diversification, tu l'avais mentionné juste en haut ici. Je trouve que ça va, t'es bien diversifié, t'es mieux diversifié que la plupart justement des personnes qui viennent me voir et qui font des analyses de patrimoine. Je pense que tu les as déjà vues sur les précédentes vidéos, mais du coup, je trouve que c'est très bien. Personnellement, je serais pas allé sur la SCPI. Je pense que tu t'en rends compte, hein, les frais plus les performances sont pas tip top. Moi, peut-être que j'aurais remplacé ta SCPI par du Sukuk éventuellement. Ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Mais j'aurais gardé quand même une majorité en ETF. Et vu que toi, t'es pas très frileux en risque et que t'aimes bien prendre du risque et que voilà, les moins-values latentes, ça te fait pas peur, ça te dérange absolument pas. Donc franchement, moi, ce que je te conseillerais, c'est vraiment d'y aller en ETF, de mettre un peu en Sukuk quand même pour avoir de la stabilité, comme tu l'as fait avec tes SCPI. Et ensuite, let's go. Et du coup, là, un peu de Bitcoin, donc c'est très bien pour ajouter du risque. Et pour faire ça très bien. Donc honnêtement, c'est un très très bon profil. Et ouais, tu comptes pas faire du stock. C'est vrai que pour le stock picking, ça demande un peu plus de temps. Bon là, je suis passé du coq à l'âne, mais c'est vrai que le stock picking, ça prend un peu plus de temps. Et je pense que c'est pas forcément dans t'as pas vraiment de grande conviction dessus, donc c'est pas forcément, c'est pas nécessaire en fait de faire du stock picking. J'ai des clients avec lesquels on fait pas du tout de stock picking, tout simplement parce que c'est pas forcément nécessaire à une stratégie d'investissement. Ça peut être pas mal pour les personnes justement qui veulent diversifier leurs risques, et je sais que y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est intéressant, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que si t'as pas de grande conviction, vaut mieux aller sur ce dont tu crois, pardon. Et donc c'est la meilleure manière de gagner sur du long terme, tout simplement. Donc c'est parfait, c'est un très bon profil. Donc honnêtement, je tiens à te le dire, c'est ce que tu fais, c'est très bien. Continue comme ça. Il y a 2-3 pistes d'amélioration, comme le fait d'investir sur le MSCI World, sur les fonds de iShares, de BlackRock, ou alors les fonds de Wahed directement. Si jamais tu veux directement avoir un ETF sur un ETF capitalisant, j'ai oublié le mot pendant 5 minutes. Et, non, j'avais pas vu également sur Trade Republic. Alors moi, j'aime pas trop Trade Republic parce que c'est assez opaque au niveau des frais.
et au niveau de voilà de l'accessibilité aussi. T'as pas beaucoup de choix. Je te conseille d'aller sur IBKR, Interactive Broker, que je t'ai montré juste avant là, que j'avais montré juste avant au niveau de mon compte. Je pense que c'est la meilleure plateforme. Ils ont 800 milliards d'actifs sous gestion pour uniquement 4 millions d'utilisateurs. Je pense que rien que de te dire ça, ça te convainc au fait d'y aller. Et en plus de ça, il y a énormément de choix de produits. Tu vois, sur Trade Republic, le S&P 500 Sharia qui est juste ici, il ne sera pas disponible sur Trade Republic, alors que sur Interactive Broker, il y sera. La bourse saoudienne, elle a été ouverte depuis 2023. Les soukouk sont pas disponibles sur Trade Republic, alors qu'ils le sont sur Interactive Broker. Enfin bref, tu as énormément de choix de possibilités d'investissement. Et en plus de ça, ce qui est très bien, c'est que de faire le transfert entre Trade Republic et Interactive Broker, il se fait assez simplement. Je l'avais fait avec un client, Sofiane. On a pu le faire vraiment en 2 semaines. On l'a fait, c'était très facile et il y avait très peu de friction. Donc, il faut juste pas que tu aies un problème, parce que si jamais tu dois aller vers le support de Trade Republic, je te souhaite bonne chance. Il est assez catastrophique. Mais sinon, c'est très bien. Donc, les pistes d'amélioration vraiment sur ton profil, ça va vraiment être de changer le courtier, aller peut-être sur un autre ETF à ce niveau-là. Mais sinon, tu peux garder déjà le HSBC, c'est très bien, ça sert à rien de vendre pour l'instant, mais vraiment de switcher peut-être sur un autre ETF. Et au niveau de la SCPI, si jamais tu veux la garder, bon, pourquoi pas, mais je te conseillerais vraiment d'aller sur du soukouk et de réduire un petit peu l'exposition que tu as sur cette SCPI. Donc peut-être en vendant ça et en allant sur du soukouk. Mais sinon, c'est très bien. Et du coup, voilà, parfait. Donc si jamais toi, tu veux que j'analyse ton patrimoine de manière... que j'analyse ton patrimoine, c'est le premier lien en ligne de description. Également, si jamais tu veux que j'audite ta situation personnelle de manière voilà, personnalisée, donc que je te conseille à ce niveau-là, au niveau de ton patrimoine, et que je t'accompagne dans l'application de l'investissement, de l'argent qui pourrait dormir sur ton compte, eh ben c'est le deuxième lien en description. C'est du coup un lien d'appel pour prendre un appel personnalisé avec moi. Et également, si jamais tu veux de la valeur gratuite que je partage sur mon canal WhatsApp, c'est le troisième lien en ligne de description. Donc tu le rejoins et je partage pas mal de valeurs de temps en temps, généralement 1 fois, 2 fois par semaine. Ça dépend des moments et de ce qui se passe aussi. Des fois, il n'y a pas forcément de choses à raconter sur l'investissement, donc pas forcément de choses à dire. Mais sinon, je partage de la valeur. Ça te permet d'avoir un peu plus d'informations que sur YouTube, parce que forcément, je poste pas forcément régulièrement des petites infos par-ci par-là sur la finance islamique, sur l'investissement halal sur YouTube. Et donc, ça te permet d'avoir un peu plus d'informations à ce niveau-là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.